poudrière du Moyen-Orient a fini par exploser. On parle plus d'échanges de tirs ponctuels entre le Hamas et l'armée israélienne comme on a pu en voir plusieurs ces dernières années. Cette fois-ci, la situation est beaucoup plus grave. Le Hamas a déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa à laquelle les Israéliens ont répondu par l'opération Glaive de fer. Des centaines de terroristes du Hamas ont pénétré sur le territoire israélien et ont massacré plus de 1400 personnes, dont une immense majorité de civils. Des milliers d'autres ont été blessés. Le Hamas a tué, violé, torturé, profané des dépouilles sans faire de distinction sur l'âge, le sexe, la nationalité, la confession. Ils ont été inclusifs, c'est bien. Le nombre d'otages a lui aussi été réévalué à la hausse. 199 personnes sont détenues à Gaza. On n'ose même pas imaginer les sévices et les tortures qu'elles subissent. Décidé de ne pas diffuser les images, même floutées sur cette chaîne, par respect aux victimes et à leurs familles. Et les gros malins qui remettent en cause leur véracité, rendez-nous service, désabonnez-vous, ciao et hasta la vista. Comme plein d'entre vous, ces images, on les a vues circuler sur les réseaux sociaux et on a eu du mal à avaler la pilule. 260 corps découverts. En Israël, le festival de musique a viré au massacre. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Plusieurs familles tuées dans les kibboutz de Faraza. Le Hamas menace d'exécuter des otages à chaque nouveau raid israélien. Le Hamas a fait preuve d'une efficacité inhabituelle. L'organisation terroriste a pu compter sur une logistique impeccable et des moyens suffisants pour attaquer par la terre, par la mer et par les airs. Donc, comment est-ce que le Hamas s'y est pris? Dans la vidéo précédente, on t'a parlé de Mohamed Deif, le cerveau de cette opération. Mais derrière lui, il y a qui? Il y a énormément d'indices qui pointent dans la même direction, la République islamique d'Iran. Alors qu'est-ce que les gardiens de la révolution islamique ont à gagner en soutenant activement l'organisation de cette attaque terroriste? On va tout expliquer, mais pour ça, on va commencer par le début. On va t'expliquer ce qu'est le Hamas. Un destin macabre. Pour comprendre le rôle de l'Iran dans cette histoire, faut déjà bien capter ce qu'est le Hamas. Cette organisation a été créée en 1987, 20 ans plus tard. Elle prend le contrôle de Gaza. Son idéologie, elle repose sur la guerre sainte, le djihad. Donc, comment est-ce que le Hamas accède au pouvoir en 2007? En fait, 2 ans plus tôt, en 2005, Ariel Sharon, le premier ministre israélien de l'époque, donne l'ordre aux forces israéliennes de se retirer de Gaza. Un retrait unilatéral sans aucune concertation avec l'autorité palestinienne ou avec la Knesset, le parlement israélien. 8500 colons israéliens qui étaient installés à Gaza sont évacués dans le cadre de l'opération Main tendue aux frères. À partir de ce moment-là, il y a une vacance du pouvoir et les différentes factions palestiniennes ont les coups des franches. Des élections sont alors organisées en janvier 2006 que le Fatah perd au profit du Hamas. Alors le Fatah, qui veut dire conquête en arabe, est l'organisation majoritaire de l'OLP, l'organisation pour la libération de la Palestine, celle-là même qu'avait fondée Yasser Arafat. D'ailleurs, bizarrement, il est mort un peu plus d'1 an avant la tenue des élections, dans des circonstances pas très clair. Bref, suite à sa défaite aux élections, le Fatah refuse d'obéir au Hamas et de céder le pouvoir. C'est comme ça que démarre la lutte fratricide entre le Hamas et le Fatah. Ces affrontements très violents se sont soldés par la mort de plus de 350 personnes, dont un tiers étaient des civils. On vous épargne les détails. En gros, en 2007, le Fatah parvient à reprendre le pouvoir en Cisjordanie, tandis que le Hamas conserve le contrôle de la bande de Gaza. Donc, pourquoi est-ce qu'on te parle de ça? La singularité du Hamas, c'est que contrairement au Fatah, plus modéré, lui, il ne reconnaît pas du tout Israël. Le Hamas rejette catégoriquement la solution à 2 États. Le Hamas s'est fixé pour objectif la destruction de l'État d'Israël et l'expulsion de tous les juifs. Enfin, ceux qu'ils n'auront pas massacrés. C'est le djihad. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Comme ils sont radicaux, ils veulent aussi instaurer la charia, la loi islamique. Tiens, on a sélectionné 2 articles de la charte fondatrice du Hamas traduits par Jean-François Legrain, un spécialiste du CNRS sur la Palestine. La structure fondamentale du mouvement de la résistance islamique, Hamas, est constituée des musulmans. Ils vivent en tous ces domaines dans la crainte de Dieu et ont levé l'étendard du djihad contre les rebelles, afin de purifier les pays et les humains de leur souillure, de leur turpitude et de leur iniquité. Article 3 de la charte fondatrice du Hamas de 1988.
Le mouvement de la résistance islamique, Hamas, considère que la terre de Palestine est une terre islamique waqf, don de vin perpétuel, pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est illicite d'y renoncer en tout ou en partie, de s'en séparer en tout ou en partie. Tel est son statut, selon la loi islamique, statut identique à celui de toute terre conquise par les musulmans de vive force. Article 11 de la charte fondatrice du Hamas de 1988. Donc, à ceux qui soutiennent le Hamas et ceux qui clament haut et fort Free Palestine, renseignez-vous. Ce n'est certainement pas pour l'émancipation du peuple palestinien que le Hamas se bat, mais pour sa soumission à la loi islamique. Et après les atrocités commises durant la funeste journée du 7 octobre 2023, la comparaison avec l'organisation État islamique ou Al-Qaïda est tout à fait raisonnable. Oui, la dimension politique est plus développée chez le Hamas, mais les idéologies, elles sont très similaires. Donc, la solution à deux États, le Hamas, il en a rien à foutre. D'ailleurs, il suffit de voir comment il gère la bande de Gaza. Ça fait depuis 2007 que le Hamas est au pouvoir, et sous son règne, la situation n'a fait que se détériorer. Et puis c'est vrai, le gouvernement israélien n'a évidemment pas aidé. Bah oui, la stratégie divisée pour mieux régner. En plus, les dirigeants du Hamas ont détourné je sais pas combien de millions de dollars de fonds destinés au développement, soit au profit d'une élite corrompue, soit pour acheter des missiles et attaquer son voisin. C'est pas nous qui l'inventons, suffit de voir ce témoignage. Un ancien responsable du Hamas dénonce la corruption au sein de l'organisation. Bref, la destruction même de l'État israélien est inscrite dans la charte fondatrice du Hamas. Rappelons que l'organisation s'auto-revendique comme djihadiste. Le Fatah, lui, n'est pas forcément un partenaire plus crédible, mais au moins, il accepte l'idée de la solution à deux États. Mais bon, vu les derniers événements, c'est pas sûr que la solution à deux États soit encore pertinente pour une large partie de la population israélienne et palestinienne. Quoique, quand on parle de la population palestinienne, faut se rappeler qu'elle est soumise à deux régimes différents, le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie. Et le Fatah est beaucoup plus modéré. D'ailleurs, il a accepté de signer les accords d'Oslo en 93 et en 95. Il est donc favorable à la solution à deux États. L'autre composante qu'il faut absolument garder à l'esprit quand on parle du Hamas, c'est sa dimension djihadiste. Ça veut dire, entre autres, l'extermination du peuple israélien. Et cet objectif, c'est le même que celui d'autres pays ennemis d'Israël. Or, comme le Hamas contrôle le territoire de la bande de Gaza, ça fait de lui un interlocuteur tout à fait pertinent pour planifier toute agression contre Israël. Compte tenu de son emplacement géographique, le Hamas a une position très avantageuse pour attaquer l'État hébreu, en tout cas bien plus que l'Iran, d'où la bonne entente entre les gardiens de la révolution islamique iranienne et le Hamas. En fait, les relations entre Israël et le régime iranien, au pouvoir depuis 1979, sont exécrables. Les menaces de destruction mutuelle sont quotidiennes. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que l'Iran est partiellement responsable de ce qu'il s'est passé le 7 octobre 2023 ? Quel est l'intérêt du régime iranien d'encourager l'attaque contre Israël? On va tout expliquer. On n'est plus à une fourberie près. Ces dernières années, on a observé un rapprochement entre le monde arabo-musulman et l'État hébreu. Le point culminant de ce réchauffement diplomatique, c'est la signature en 2020, sous le parrainage des États-Unis présidés à l'époque par Donald Trump, des accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, puis avec le Bahreïn. Après, c'est le Soudan et le Maroc qui leur ont emboîté le pas. Depuis, les partenaires d'Israël essaient d'élargir cet accord aux autres pays arabes de la région, notamment Oman, le Koweït et surtout l'Arabie Saoudite. Jusqu'à l'attentat du 7 octobre, on entendait parler tous les jours du rapprochement israélo-saoudien. Les deux pays étaient vraiment pas loin de signer un accord. Un traité multilatéral entre Riyad, Jérusalem et Washington aurait été un exploit diplomatique, de quoi même faire de l'ombre à l'accord de rétablissement des relations irano-saoudiennes parrainé par la Chine. Cela aurait été un énorme succès pour le candidat Biden, qui prépare sa réélection en 2024. Et puis, pour Israël, les bénéfices auraient été considérable, vu l'influence régionale de l'Arabie Saoudite. Ça aurait provoqué un effet domino. Tous les pays réfractaires à l'idée de signer un accord de normalisation avec l'État hébreu auraient pris le train en marche. Le paradigme moyen-oriental serait transformé à jamais. Netanyahou en aurait tiré un énorme prestige auprès de son électorat. Finalement, pour les Saoudiens, ça aurait signifié un retour à la normale avec leur allié états-unien, surtout avec la reprise de leur coopération militaire. Rappelez-vous que depuis l'assassinat du journaliste états-uno-saoudien
saoudien Jamal Khashoggi en 2018, les relations entre Washington et Riyad étaient super mauvaises. D'ailleurs, c'est tout à fait possible que les Saoudiens eussent enfin accepté d'augmenter leur production de pétrole, ce qui aurait entraîné une baisse mondiale des prix et mis en difficulté le Kremlin, qui dépend de ses exportations de pétrole pour continuer sa guerre en Ukraine. Riyad s'est dit prête à augmenter sa production pétrolière pour aider à conclure un accord de normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite propose d'augmenter sa production en guise de geste pour un accord tripartite historique qui comprendrait également un pacte de défense états-uno-saoudienne, des ventes d'armes et un programme nucléaire civil, rapporte le Wall Street Journal. Mais le 7 octobre, tout est parti en cacahuète. L'attaque du Hamas a forcé l'armée israélienne à riposter. Alors, le fameux à qui profite le crime. En gros, si un tel accord avait été conclu entre les Saoudiens et les Israéliens, qui en serait ressorti perdant ? Mais déjà, le Hamas, sans aucun doute. La cause palestinienne aurait perdu énormément de visibilité et de soutien. C'était d'ailleurs le point le plus délicat de la négociation tripartite entre Jérusalem, Riyad et Washington, puisque le régime saoudien ne voulait pas laisser la population palestinienne sans perspective. Mais l'autre grand perdant de cet accord aurait été l'Iran, l'une des deux grandes puissances régionales, l'autre étant évidemment l'Arabie saoudite. Pour le régime des ayatollahs, l'essence même des accords d'Abraham constitue une trahison de la tradition islamique. Faut pas oublier que l'un des objectifs ouvertement proclamés de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement de la nation juive. C'est pas un hasard si ces dernières années, les gardiens de la révolution et la force Al-Quds, leur unité d'élite, sont devenus l'une des incarnations de la lutte contre Israël. Et puis, au-delà de la question religieuse, la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite aurait porté un coup dévastateur aux intérêts iraniens. Son influence régionale s'en serait trouvée diminuée, tout comme ses revenus pétroliers. Téhéran aurait dû aussi faire face à un nouvel axe Washington, Riyad, Jérusalem. En plus, au Moyen-Orient, il y a un énorme fossé entre les chiites d'une part et les sunnites de l'autre. Or, l'Iran est la première puissance chiite au monde, loin devant l'Irak. La signature des accords d'Abraham par des pays à majorité sunnite a suscité beaucoup de mécontentement au sein de certaines franges de la population. C'est très possible que l'action anti-israélienne de l'Iran lui permette de gagner en capital sympathie chez les sunnites, indignés du rapprochement de leur gouvernement avec l'État hébreu. Alors cette action anti-israélienne, elle se concrétise comment ? Déjà, le régime iranien finance, entraîne et équipe tout plein de groupes terroristes engagés depuis des décennies dans la lutte armée contre Israël. Alors les trois principaux groupes terroristes dont on a tous entendu parler, c'est le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et le régime de Bachar al-Assad en Syrie. C'est extrêmement dangereux parce que ces petites guerres par procuration, elles présentent un très gros risque de dérapage. Et si l'Iran et Israël entrent en conflit direct, c'est potentiellement la troisième guerre mondiale qui démarre. Et on n'exagère pas du tout ce risque de dérapage. Les forces israéliennes et iraniennes se sont déjà livrées à des escarmouches. En 2018, par exemple, l'Iran a tiré des missiles sur des positions israéliennes sur le plateau du Golan. Ça, plus toutes les attaques contre Israël, dont celle du 7 octobre, par des groupes terroristes financés, entraînés et armés par l'Iran. Après, les Israéliens ne sont pas restés les bras croisés non plus. C'est pas du tout leur genre. Depuis 2010, on estime que les services israéliens ont assassiné au moins 5 scientifiques iraniens en charge du développement de leur programme nucléaire. Ou alors, il y a aussi l'attaque en avril 2021 contre l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran. Puis, en octobre 2021, un général iranien a accusé Israël d'avoir mené une cyberattaque qui a paralysé l'ensemble des stations-service du pays. Quelques mois plus tard, en janvier 2022, les Iraniens ont accusé Israël d'avoir attaqué au drone un dépôt de munitions près de la ville d'Ispahan. Bref, c'est clairement une guerre froide. En tout cas, ça donne tout son sens à l'attaque du Hamas contre Israël. La préparation minutieuse, la qualité du matériel et l'entraînement des terroristes, c'est la patte des Pasdaran. Les Pasdaran, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.
Alors, l'objectif des Pasdaran, c'était de forcer Israël à riposter, ce qui allait inévitablement faire dérailler l'accord israélo-saoudien. Comme ça, pas de réconciliation états-uno-saoudienne, pas de hausse de la production saoudienne de pétrole et pas de baisse globale des prix, ce qui n'aurait pas du tout arrangé l'Iran et la Russie. Ensuite, ça aurait renforcé la légitimité et l'influence de l'Iran comme seul véritable allié de la cause palestinienne. Pour illustrer nos propos, voici un tweet qui date de 4 jours avant l'attaque du Hamas. Il a été publié sur le compte officiel de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique iranienne. 3 octobre 2023. Le régime usurpateur touche à sa fin. Aujourd'hui, la jeunesse palestinienne et les mouvements anti-oppression et anti-occupation en Palestine sont plus énergiques, plus vivants et plus préparés que jamais dans les 70 à 80 dernières années. Si Dieu le veut, le mouvement atteindra ses objectifs. L'ayatollah Ali Khamenei sur Twitter. 4 jours plus tard, le Hamas déclenchait la pire attaque terroriste contre le peuple juif depuis la Shoah. Ok, maintenant qu'on a couvert l'Iran, il y a une autre puissance qui a pas mal profité des événements du 7 octobre dernier. Et oui, vous l'avez deviné, la Russie de Vladimir Poutine. La baisse des prix du pétrole qu'aurait entraîné le rapprochement israélo-saoudien aurait foutu le Kremlin dans la galère. Dans cette vidéo, on t'explique comment Poutine contourne les sanctions occidentales grâce à la vente à prix cassé de son pétrole. Mais avec une nouvelle baisse des prix, l'effort financier deviendrait insoutenable pour la Russie, qui, face au risque de voir son économie collapser, pourrait alors être contrainte de se retirer d'Ukraine. Et puis les prix de l'énergie en Occident, ils auraient fini par baisser, ce qui aurait limité l'érosion du soutien populaire à l'Ukraine, permettant ainsi aux gouvernements occidentaux de continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien sans craindre de perdre leur électorat. En plus, Moscou et Téhéran se sont beaucoup rapprochés ces dernières années. Les deux capitales se soutiennent mutuellement face aux sanctions occidentales, surtout que l'Iran vend des drones militaires à la Russie, qui lui sont très utiles en Ukraine. Bref, ça fait quand même beaucoup d'indices qui pointent dans la même direction. Donc, comment précisément l'Iran a-t-il aidé le Hamas dans l'organisation de cette attaque? Dernier chapitre. Un accord de guerre. Rarement une attaque terroriste d'aussi grande ampleur comme celle du 7 octobre n'aura laissé autant d'indices avant qu'elle ne se produise. Et encore plus rarement les renseignements militaires israéliens, en l'occurrence l'Aman et le Shabak, se seront autant plantés dans leurs prédictions. Ça faisait depuis le mois d'août qu'on voyait des mouvements suspects entre le Hamas, le Hezbollah et le régime iranien. Des réunions très régulières qui changeaient systématiquement de lieu, c'est assez suspect, vous en conviendrez. Une sorte de prudence presque coupable. D'après le Wall Street Journal, des cadres du Hamas et du Hezbollah ont reconnu que ce sont des Pasdaran, le bras armé des gardiens de la révolution islamique iranienne, qui les ont aidés à préparer l'attaque du 7 octobre. Le feu vert pour le passage à l'acte de l'opération leur aurait été donné lors d'une réunion à Beyrouth, la capitale libanaise, le lundi 2 octobre 2023. Tous les détails de la pire attaque contre le territoire israélien depuis la guerre du Kippour en 1973 auraient été réglés au cours de réunions successives à Téhéran, en Turquie, à Beyrouth et à Doha, auxquels auraient d'ailleurs assisté des émissaires du Hamas, du Hezbollah, logique, mais aussi du régime iranien. Ils se seraient impliqués dans la planification de tous les aspects de l'attaque. Ils auraient même coordonné les raids simultanés par les airs, par la mer et par la terre. Donc, même si cette implication iranienne n'a pas été confirmée par les gouvernements concernés, à la fois par Jéru et Téhéran, parce que, encore une fois, les conséquences seraient dramatiques, l'Iran a indéniablement joué un rôle dans cette attaque. On a des faisceaux d'indices qui sont trop nombreux pour que l'on puisse croire à de simples coïncidences, mais aussi des témoignages de cadres du Hamas et du Hezbollah. Cette guerre israélo-palestinienne dépasse largement le cadre d'un affrontement bilatéral, et le risque que ce conflit dégénère en un conflit régional, voire global, est très élevé. C'est pas un hasard si la Maison-Blanche a déployé sa plus grande flotte maritime jamais constituée de porte-avions en Méditerranée orientale, au moins un porte-avions au large des côtes israéliennes. L'objectif, c'est de dissuader un affrontement israélo-iranien. Et si l'affrontement venait quand même à se produire, alors les USA auraient déjà une importante force de frappe dans la région pour soutenir leur allié israélien. En tout cas, pour préserver la stabilité régionale, personne
personne, pas même les Israéliens qui cherchent les responsables de l'attaque du 7 octobre, n'a intérêt à trop mettre en avant le rôle qu'a joué l'Iran. On a appris à l'instant que les rebelles houthis au Yémen ont ciblé Israël en tirant plusieurs missiles et lancé plusieurs drones kamikazes. Fort heureusement, le USS Carney, un destroyer états-unien, a intercepté ces tirs et évité l'activation du dôme de fer israélien. Des missiles du Yémen potentiellement dirigés vers Israël, abattus par les États-Unis en mer Rouge. Le Pentagone attribue ces tirs aux rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, dans un contexte de crainte accrue d'une implication directe des terrains dans le conflit entre Israël et Hamas. Pour rappel, ce sont les Iraniens qui financent et arment les rebelles houthis. Donc, on imagine qu'au-delà de la manifestation de soutien au peuple palestinien, c'est surtout un message de l'Iran adressé à Israël et aux États-Unis. Au Moyen et au Proche-Orient, les tensions sont à leur paroxysme. Le risque d'escalade du conflit est extrêmement élevé. Allez, on revient à l'édition normale. Ok, on a fait notre taf, maintenant c'est à votre tour. Vous en pensez quoi? L'Iran avait-il prévu un tel déferlement de violence ou s'est-il laissé dépasser par la situation? Est-ce qu'on devrait se préparer à une guerre israélo-iranienne? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous suivre sur Insta et LinkedIn. Et surtout, faites tourner à vos potes. À très vite pour continuer cette série sur la nouvelle guerre israélo-palestinienne. Tchuss, à la prochaine.